Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue ou re-bienvenue pour la deuxième partie de cette théorie sur Marco le Phénix. Si vous n'avez pas vu la première partie qui est totalement indépendante de celle-ci et qui peut être vue à part, le lien apparaît en haut à droite. N'hésitez pas à aller vous rafraîchir la mémoire sur sa puissance actuelle. Mais pour ceux l'ayant déjà vu, on aborde tout de suite le sujet que tout le monde attend avec impatience. Quel sera le rôle de Marco à Wano? Et on a décidé de faire simple. On va vous expliquer ça en 3 points. Son évolution, son grand combat et enfin sa défaite. Accrochez-vous, on revient juste après le générique. Théorie numéro 2, partie 2. La défaite de Marco et l'éveil de son fruit du démon. Point 1. Son évolution. Au vu de son niveau de puissance actuel, décrit dans le point précédent, et de son âge, 45 ans quand même le petit Marco, on peut se dire qu'il n'a pas une grande marge d'évolution et qu'il ne va pas nous surprendre à Wano. En tout cas, pas plus qu'à Marineford. Eh bien détrompez-vous. Depuis l'Arc Impel Down, on sait que les Zoan peuvent eux aussi être éveillés. Mais cette évolution les rapproche plus de la nature de leurs fruits et ils deviennent le plus souvent des monstres d'une violence extrême. Dénués d'intelligence, mais avec des capacités hors normes. Super régénération, super force et super résistance. Dans le cas de Marco, il ne faut pas oublier que malgré ses capacités mythologiques, il reste en Zoan. Et il est indéniable qu'après tant d'années d'aventure et de combat avec son fruit du démon, il est maintenant capable d'éveiller celui-ci. Il n'aurait pas pu occuper la place de second de Barbe Blanche si ce n'était pas le cas. Deux questions se posent alors. S'il est capable d'une telle prouesse, pourquoi ne pas l'avoir utilisé pour sauver Ace et Barbe Blanche? Et s'il le maîtrise vraiment, pourquoi utiliserait-il ce pouvoir à Wano alors qu'il ne l'a pas fait à Marineford? Eh bien c'est simple, à Marineford, il se soucie de sa famille. Comme dit précédemment, cet éveil rend l'utilisateur quasi fou. Il ne se contrôle presque plus, c'est comme pour les Minx et leurs sous-longues, mais en mi-homme mi-oiseau. Malheureusement, cette transformation sera aussi dangereuse pour les autres que pour lui-même. Lors de la guerre au sommet, le champ de bataille était très localisé et restreint. Il aurait pu faire plus de mal que de bien en touchant ses propres alliés. Imaginez le désastre. De plus, ce n'était pas un champ de bataille comme un autre, mais bien de gigantesques Battle Royale, et perdre son énergie de la sorte était évidemment problématique. Mais les choses sont différentes à Wano. Il n'y a pas un seul champ de bataille, mais une multitude. Outre celle contre les petits bataillons de gifters, les combats vont sans doute se faire en 1 contre 1. Il pourra donc être isolé avec son adversaire et utiliser son éveil librement. Convaincu? On passe à son grand combat de Wano. Point 2. Qui sera l'adversaire de Marco? Oda aime beaucoup jouer avec ses spectateurs, en leur faisant imaginer des identités secrètes, des retournements dans l'histoire, des liens familiaux probables, et tout ça pour mieux nous briser ou nous surprendre encore plus. Mais pour les combats, il est très clair, et on voit très vite les affrontements qui vont avoir lieu. Par exemple, il suffit de regarder les combats Kaku contre Zoro, Luffy contre Lucci, ils sont annoncés depuis le début de l'arc Water 7. Dans le cas de Marco, ça nous semble super logique, même un peu trop. Il va affronter King l'incendie. Oda nous a montré bien trop de similitudes entre ces deux personnages. Ils sont tous les deux des bras droits de Yonkou. Tous les deux possèdent une capacité de type Zoan supérieure, antique d'un côté, mythique de l'autre. Ils maîtrisent tous les deux le feu, et enfin, ils ont tous les deux la capacité de voler. Et ce point essentiel explique que Marco pourra être isolé avec son adversaire. Dans le ciel, personne ne pourra les déranger. Et il pourra utiliser la forme éveillée de son fruit à sa guise. Et c'est à ce moment précis qu'on verra enfin l'étendue de sa puissance. Et par la même occasion, toute celle de King. On s'attend totalement à un combat de titans avec 2 Zoan sous leur forme éveillée. Empreint de haki, avec des explosions de flammes bleues et rouges. C'est ce qu'on veut, et c'est ce que tout le monde veut. Et on ne sera sûrement pas déçu. Point 3. La défaite de Marco. Comme nous l'avions précisé dans la vidéo précédente, tout au long de l'arc Marineford, Marco a montré qu'il était capable de se frotter aux 3 amiraux sans problème. Virevoltant sur le champ de bataille et n'étant arrêté sous sa forme de phénix que par Garp. Mais même là, il se relève très vite et repart au combat tout en se soignant. La seule fois où il est réellement stoppé dans son élan, c'est lorsque la marine lui enfile des menottes en granit marin. Et c'est là que se révèle son seul point faible. Grand problème de tous les utilisateurs de fruits du démon. Il devient incapable de se défendre et d'attaquer, et passe tout son temps à chercher quelqu'un capable de les lui enlever. Comme le dit si bien Riley, certains utilisateurs se basent trop sur les pouvoirs de leur fruit du démon. Ça semble être le cas pour Marco, et on le comprend parfaitement. Il n'a même pas besoin d'esquiver les coups empreints de haki, car même là il se soignera toujours. Mais pourquoi cette information est-elle si importante? Eh bien rappelez-vous, d'où vient le granit marin? D'où viennent les seuls artisans capables de les façonner pour en créer des armes? Eh bien ils viennent de Wano. De plus, au début de l'arc, l'eau se fait toucher par un clou en granit marin et devient incapable d'intervenir. Il est obligé de fuir, et ce n'est pas anodin. Comme vous le savez, Oda adore faire des rappels et des références dans son œuvre. Et là, c'en est une. On pense qu'il se passera la même chose lors du combat King contre Marco. Ce dernier va se faire toucher par un projectile en granit marin. Et ça signera la fin de ce combat dantesque, marqué malheureusement par la défaite de Marco. Bien sûr, d'autres viendront pour le sauver et abattre King par la même occasion. Mais ça, c'est une autre théorie. Et on ne laissera échapper aucun indice. Promis, bouche cousue.
Petite précision, nous ne pensons pas qu'il sera présent lors de la bataille finale qui verra la chute de Kaido. Là encore, ce sera l'œuvre d'autres personnes. Il sera sans doute gravement blessé et ne pourra pas y participer. En résumé, on pense que l'éveil de son fruit du démon sera l'évolution de Marco dans l'arc Wano. Son grand combat sera contre King l'incendie, et sa défaite sera causée par un projectile en granit marin. C'est l'heure du bonus! On a décidé d'insérer une petite partie dans nos vidéos théoriques qui va parler d'une information importante des scans récents, mais qui ne nous permettent pas encore d'en faire une vidéo entière. Retournons donc au scan 982. On peut y voir Marco sur le navire de Nekomushi, discutant avec un homme portant une cape rayée. Pourtant, son identité n'est pas révélée dans ce scan. Nombre d'entre vous pensent qu'il s'agit d'un ancien allié de Barbe Blanche, mais pas nous, et nous pensons l'avoir retrouvé. Sur la couverture du scan 631, on peut y voir Crocus partager une coupe de saké avec un homme portant une cape rayée. Pour nous, il est indéniable que ce soit la même personne. Et comme vous le savez, dans One Piece, l'alcool a une place très particulière. Il scelle les amitiés, les alliances et les liens de parenté. Il ne partagerait pas un tel symbole avec un membre de l'équipage de Barbe Blanche, mais bien avec une personne qui l'a accompagné dans une aventure incroyable. Une aventure jusqu'au bout du monde. Une aventure jusqu'à l'Octel. Et il ne reste pas beaucoup de membres importants de cet équipage mythique que nous n'avons pas encore croisé. Pour nous, cet homme est Scopper Gaban, numéro 3 de l'équipage de Roger. Et il va jouer un rôle très important dans cette guerre, allant jusqu'à épauler Luffy, en complétant l'apprentissage de Rayleigh, ce qui fera de Luffy l'héritier légitime du Seigneur des Pirates. C'était le petit bonus! Voilà, voici déjà la fin de la seconde partie de notre théorie sur Marco le Phénix. Comme d'habitude, nous avons fait tout notre possible pour nous approcher de la vérité en se basant sur les indices qu'Oda laisse derrière lui, mais sans aller trop loin dans l'imaginaire. On espère que cette théorie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à la partager. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, faites-le nous savoir en commentaire. C'était Silver et Copper, à bientôt les Acros de One Piece.